Et place maintenant à l'entretien de la semaine. Et comme chaque dimanche, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir dans nos studios le docteur Elvis Mbembe. Vous êtes professeur d'université, enseignant de droit à l'Université du Rwanda depuis 15 ans. Et vous êtes aussi à la tête de l'organisation IPIS. Oui, c'est ça. Bienvenue dans notre studio. Merci. Docteur Elvis, nous allons parler de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Vous avez notamment écrit sur l'intégration intra-régionale et les relations avec l'Union européenne. Alors, nous parlons de l'intégration au sein de cette communauté est-africaine, une communauté qui compte aujourd'hui 7 pays membres et le dernier État membre à rejoindre la communauté, c'est la République démocratique du Congo. Et il y a aussi la Somalie qui frappe à la porte. Est-ce que cet élargissement a des avantages à la communauté? Oui, déjà dans l'esprit de l'intégration, c'est d'avoir le plus de membres possible pour pouvoir soutenir la dynamique de développement. Et avec l'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est, il y a un grand acquis par rapport d'abord à la superficie du pays et le nombre des habitants de la RDC. À peu près, nous parlons ici de 100 millions d'habitants qui représentent potentiellement 100 millions de consommateurs. Mais un fait important qui a été même mentionné par les chefs d'État est qu'avec l'adhésion de la RDC, désormais, la communauté de l'Afrique de l'Est s'étend de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Mais en plus de cela, il y a d'autres avantages en termes du marché commun. J'ai déjà parlé du fait qu'il y a des avantages en termes de l'augmentation des consommateurs, mais au même moment aussi, avec le potentiel de la RDC dans la production, il va aussi y avoir une augmentation des producteurs et des distributeurs, ce qui va faire que ça va soutenir la concurrence et à la longue, ça va favoriser le bien-être des populations de la communauté de l'Afrique de l'Est. Alors justement, parlant de cette intégration, comment se porte aujourd'hui cette intégration eu égard à ces 4 piliers qui sont à l'origine même de la fondation de l'organisation, l'union douanière, le marché commun, l'union monétaire et le fédéralisme. Où en est-on aujourd'hui? En fait, la façon dont la communauté est-africaine est conçue, c'est justement en étapes, les étapes que vous avez d'appeler des piliers. Depuis 2005, l'union douanière existe entre les États de la région. Et en 2010, le marché commun a été adopté et mis en place. Et les étapes qui restent actuellement, nous sommes au niveau des travaux qui sont en cours pour l'union monétaire et qui va voir la communauté être dotée d'une monnaie unique. À ce niveau-là, nous devons avouer que ça avance lentement, mais vous comprenez aussi que les questions relatives à la monnaie, c'est une question de souveraineté. Donc ça doit se faire avec toute l'attention nécessaire. Et à la fin, on s'attend à ce qu'on puisse avoir une fédération politique, c'est-à-dire que les États que nous connaissons aujourd'hui, les 7, ne vont pas disparaître, mais vont un peu faire un profil bas au profit d'une organisation qu'on appelle fédération politique qui aura peut-être un président et les autres, ça sera comme des États fédérés. Quand nous regardons cette étape, ça reste un peu lointaine, mais ça reste un peu lointain. Mais quand nous regardons le communiqué du récent sommet, les chefs d'État en ont encore parlé et ils ont demandé au Conseil de pouvoir poursuivre les travaux dans ce sens. Alors, je voudrais beaucoup plus revenir sur la question du marché commun, parce que c'est pour moi le pilier le plus important qui pourrait faire en sorte que toute l'intégration puisse marcher. Avec la libre circulation des marchandises, qui est un des points fondamentaux, comme je l'ai dit avec l'union douanière, c'est déjà en place, c'est-à-dire que les marchandises ou les biens, les produits qui sont fabriqués au Rwanda peuvent être exportés dans tous les autres pays de la région sans payer les tarifs douaniers.
Et quand vous regardez la libre circulation des personnes, qui est déjà aussi une très bonne chose, dans le sens que les habitants, les ressortissants des East African Community ou de la communauté de l'Afrique de l'Est peuvent voyager d'un pays à un autre sans payer les frais de visa. Même si nous devons encore constater que on est toujours obligé de pouvoir avoir un tampon, un cachet dans son passeport, mais l'idée en soi d'intégration régionale, de la libre circulation des personnes, voudrait qu'à la fin, nous puissions traverser du Rwanda vers le Burundi comme si on allait de Kigali à Gitarama, voilà, sans vraiment se rendre compte qu'il y a une frontière. Et la libre circulation des services aussi est en cours, même si là aussi nous avons vu qu'en 2016, normalement, tout le programme de la libéralisation des services devait déjà être clôturé. Mais on se rend compte qu'il y a quand même certains pays et certains domaines où on traîne les pieds. Mais quand on regarde globalement les libertés fondamentales du marché commun, ça marche très bien et ça demande encore un peu plus d'efforts. Et la dernière liberté, c'est la libre circulation des capitaux. Et à ce point-là, nous devons avouer qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et comme cette liberté a un lien direct avec l'union monétaire, je pense que les experts sont en train de travailler là-dessus. Oui. Et justement, docteur, vous venez de faire allusion au récent sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette communauté. Alors, parmi les pays les points qui ont occupé le sommet, il y a la République démocratique du Congo et la crise sécuritaire, surtout à l'Est. Le sommet a désigné le président sortant Kenya, Uhuru Kenyatta, comme médiateur dans la mise en pratique des accords de Nairobi. Est-ce qu'on peut espérer que cette fois-ci, il peut y avoir des avancées significatives? Bon, d'abord, je pense qu'il y a beaucoup à espérer. C'est l'espoir qui reste. Parce que quand on regarde la situation à l'est de la RDC, c'est un peu comme le serpent d'Hydre de la mythologie, où quand on coupe une tête, il y a deux autres têtes qui naissent. Et c'est avec la pullulation de groupes armés à l'est de la RDC. Mais je pense que la dernière réunion ou le dernier sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est est allé un peu plus loin par rapport à toutes les autres initiatives que nous avons vues jusque-là. Le fait d'abord de nommer un facilitateur pour, je ne peux pas appeler ça les dialogues, mais les facilitateurs dans la crise qui sévit à l'est de la RDC, c'est déjà quelque chose qui n'a pas existé. Mais en nommant les facilitateurs, au même moment aussi, les chefs d'État ont décidé qu'on puisse mettre en place un fonds qui est en fait quelque chose de très important parce que si vous n'avez pas de fonds, ça peut juste être des déclarations d'intention. Alors, quand je regarde le mécanisme et la façon dont les chefs d'État se sont penchés sur cette question, nous avons des raisons de croire, on peut espérer que cette fois-ci, ça pourrait être la bonne. Oui. Et pour terminer, docteur, la présidence tournante est du côté du Burundi pour le moment. Est-ce qu'avec cette présidence du président Ndayishimiye, on peut espérer qu'il sera à même d'apporter une pierre angulaire à cette problématique de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo? Bon, je pense que quand on regarde la dynamique dans la région, le président Ndayishimiye a le potentiel de pouvoir faire quelque chose. Il a de très bonnes relations avec le président de la République démocratique du Congo. Les relations entre le Rwanda et le Burundi sont en train de s'échauffer depuis un certain temps. Et quand on regarde le map de la région en général, on se rend compte qu'il y a une bonne tendance qui est en train de se mettre en place. Et le Burundi étant un pays francophone qui a intégré aussi parmi ce n'est pas les derniers, mais avec le Rwanda, la communauté de l'Afrique de l'Est, je pense qu'il va y avoir une bonne conjonction de choses et de circonstances pour que le président Ndayishimiye puisse mener à bien cette tâche, pas seulement pour ce qui se passe à l'est de la RDC, mais aussi même dans la conduite des affaires des East African Community ou de la communauté de l'Afrique de l'Est. Parce que quand vous regardez le Burundi, son intégration a été lente, mais je pense que comme le président Ndayishimiye vient de prendre les rênes de la communauté, certainement qu'il va donner un coup de fouet pour l'intégration du Burundi. Et au même moment aussi, je pense que ça va aussi faciliter les autres pays, surtout la RDC, à pouvoir aussi mettre leur marque.
Merci, Dr Elvis Membe. Je rappelle que vous êtes enseignant de droit à l'Université du Rwanda et vous avez longtemps traité des problèmes d'intégration et de relations entre l'Union européenne et la communauté des États d'Afrique de l'Est. Vous êtes aussi à la tête de l'organisation IPIS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie.